Il y a par exemple une expérience. Je vais vous raconter une expérience. Une expérience de 2011. Vous pouvez la lire dans l'article original qui a été publié par Karpike, K-A-R-P-I-C-K-E, dans la revue Science, qui est un des plus grands journaux scientifiques, en 2011, là, au début de l'année. Et alors, c'est une question assez fabuleuse. C'est vraiment, on est au cœur de la pédagogie. La question, c'est, vous avez des enfants dans une classe ou des individus, vous voulez leur faire apprendre un texte. Quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Alors, il y avait des travaux déjà précédents de cette équipe et d'autres équipes. Alors, je vous raconte l'expérience, elle est toute simple, on peut ensuite la discuter, mais très, très lumineuse et très séduisante parce qu'elle nous apprend et parce qu'elle, là aussi, dépasse en termes de zone aveugle un petit peu. Alors, premier groupe, donc on fait lire un texte à des individus, des étudiants. On leur fait lire un texte une fois, le temps de le lire, c'est un texte d'une dizaine de lignes, je crois. Il y a un groupe 1 qui fait que ça. Il a lu le texte une fois et puis c'est tout. Il n'est plus réexposé au texte, on ne lui demande rien d'autre. Et puis une semaine plus tard, on va faire une interro sur le texte pour voir ce que les gens ont gardé, ont compris, ont mémorisé, etc. Deuxième groupe, le deuxième groupe, on les fait bûcher. Donc en fait, ils ont lu le premier texte une première fois, on leur redonne le deuxième texte, c'est tout. Une troisième, ils ont 4 expositions supplémentaires sur le texte pour vraiment travailler. Ils sont à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ou je ne sais pas si au Collège des Bernardins, si, ouverte au public. Ouverte au public, voilà. Donc ils bossent comme ça. Voilà. Et puis troisième groupe. Alors le troisième groupe, c'est une approche plus contemporaine de pédagogie qui se qualifie elle-même de constructiviste, qui cherche à dépasser le stade du bachotage. Et donc là, et d'ailleurs qui paraît extrêmement même, disons, nourri de très bonnes intentions. Donc là, en fait, ce qu'on dit aux étudiants, c'est, bon, ce texte est très important, c'est ce qu'on vous demande de mémoriser, mais ce que vous allez faire pendant le temps qu'on vous donne de préparation, vous avez le texte sous les yeux, et puis vous allez essayer de transformer en diagramme un peu sémantique, vous voyez, vous faites des ronds, des flèches entre les personnages, le scénario, l'évolution, pour sémantiser, pour vous approprier vraiment le cœur de ce texte, en fait, hein, pour en faire votre chose, pour arriver à l'inscrire dans le sens que vous arrivez à en dégager. Et puis le quatrième groupe, évidemment, on arrive au dernier groupe, le quatrième groupe, ils ont eu le texte. Immédiatement, on leur colle une interro. Donc, on les interroge, et puis ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, et puis on leur rend le texte, et puis on les interroge. 4 interros de suite, voilà. Et la question, c'est une semaine plus tard, on teste tout le monde, qui va avoir les meilleures performances? Alors, vous l'aurez compris par la manière de laquelle j'ai présenté ces groupes. En fait, le résultat, et c'est pour ça que c'est dans Science, sinon ça n'aurait pas été publié dans cette revue, c'est qu'en fait, de très loin, le groupe qui obtient les meilleures performances, c'est le groupe qu'on a soumis à 4 interros de suite, en réalité. Alors, je ne dis pas ça par rapport au projet de suppression des notes, etc. Mais il y a 2 choses intéressantes dans cette étude. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, évidemment, vous savez, en science, on fait des expériences contrôle, etc. Donc, une des variantes de l'expérience, c'est qu'on interroge les sujets, donc les différents groupes, on les interroge, par exemple, même sur une épreuve de graphique sémantique, là, vous voyez, de diagramme sémantique. Donc le groupe qui a fait que les diagrammes sémantiques, en réalité, finit par être moins bon, même pour faire des diagrammes sémantiques, que le groupe auquel on n'a jamais demandé de faire des diagrammes sémantiques, mais qu'on a interrogé 4 fois de suite, si vous voulez. Alors, exemple typique de travail. Donc là, il n'y a pas de cerveau, mais il y a de la psychologie expérimentale, des données objectives, de comportement. Eh bien, exemple typique de travail qui peut nous faire découvrir un phénomène totalement contre-intuitif, en tout cas, hein, qui est en tout cas contre-intuitif dans mon domaine qui est limité des connaissances de pédagogie, mais qui paraît assez contre-intuitif. Et deuxième point qui est peut-être plus intéressant, c'est pourquoi c'est comme ça. C'est pas magique. Pourquoi ça se passe comme ça? Et c'est là qu'on arrive, je pense, à quelque chose d'intéressant, c'est que nous véhiculons aujourd'hui souvent une image dans l'apprentissage de comparaison du cerveau humain à un ordinateur, un petit peu. Et donc avec l'idée que, par exemple, si vous avez un support d'information, un texte, eh bien, ça serait comme un transfert d'une clé USB dans une mémoire vive ou une mémoire morte. Et qu'en réalité, si on vous interroge, eh bien, la seule chose que vous pouvez faire, c'est sonder ce que vous avez. Donc ça paraît stupide parce que soit vous l'avez et vous le donnez, soit vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre, quoi. Eh bien, ce que nous montre une telle étude, c'est que ce n'est pas comme ça dans le cerveau. C'est qu'en fait, chaque souvenir, donc chaque situation, on va vous interroger. Et vous allez chercher à récupérer un souvenir. En fait, l'expression récupération d'un souvenir en mémoire n'est pas tout à fait correcte. Un souvenir, c'est une création, en réalité. Donc chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, c'est un processus actif, alors qu'il ne part pas de rien, il y a un support, mais il y a un processus extrêmement actif du sujet qui va reconstruire un souvenir. Ce qui fait d'ailleurs qu'un souvenir est vivant. C'est jamais le même, c'est pas 2 fois le même.
D'où la question aussi des faux souvenirs, des modifications mnésiques, etc. Il y a des phénomènes de reconsolidation de souvenirs. C'est quand vous réévoquez un souvenir déjà connu, eh bien ce souvenir devient plus souple. Vous pouvez totalement le modifier, le rendre plus plastique et le reconsolider encore. Donc je prends cet exemple sur lequel on pourra revenir, mais qui nous montre bien, comment un travail pareil peut nous amener à un résultat totalement contre-intuitif. Ensuite, il faut se débrouiller avec, voir comment on l'interprète. Là aussi, peut-être pas faire d'idéologie, mais en tout cas être saisi par le résultat et voir ce qui nous apprend sur le fonctionnement de l'esprit, qui se démarque tout à fait, par exemple, ici d'une métaphore d'ordinateur, en tout cas d'ordinateur stupide, ordinateur classique, celle qu'on a en tête pour chacun d'entre nous, la plupart d'entre nous.